Alors, pays en développement, tiers-monde, sud global, on entend ces mots partout, tout le temps, mais franchement, c'est souvent un peu le bazar, on s'y perd. Aujourd'hui, justement, on va décortiquer tout ça. On va essayer de comprendre d'où viennent ces étiquettes et surtout ce qu'elles veulent vraiment dire. Alors la vraie question, c'est ça. Est-ce que tous ces termes, au fond, c'est la même chose? Est-ce que ce sont juste des synonymes qu'on peut interchanger comme ça? Ou est-ce qu'ils racontent des histoires complètement différentes? C'est ce qu'on va voir ensemble en retournant à la source. Allez, on attaque le cœur du sujet. Il y a un truc essentiel à comprendre, ces mots ne sont pas tombés du ciel, pas du tout. Ils sont nés à un moment très particulier de l'histoire, dans un contexte politique super tendu, celui de la guerre froide. Une époque où, pour faire simple, le monde était littéralement coupé en deux. Et cette chronologie, elle est super parlante. On commence en 49, pleine guerre froide. Le président américain Truman, il parle de zone sous-développée. Mais attention, derrière il y a une idée très politique, freiner l'avancée du communisme. Quelques années plus tard, en 52, un Français, Alfred Sauvy, sort l'expression « tiers-ce-monde ». Et là, c'est un point super important. À la base, ça ne parlait pas du tout de pauvreté. Non, ça désignait les pays qui disaient ni l'un ni l'autre, ceux qui refusaient de choisir entre le bloc américain et le bloc soviétique. Il faudra attendre les années 70 et 80 pour voir arriver des termes qui se veulent plus neutres, comme pays en développement ou sud global, souvent poussés par l'ONU. Ok, on a vu les étiquettes, mais au fond, ça veut dire quoi le sous-développement? Et c'est là que ça devient vraiment compliqué. Parce que aussi incroyable que ça puisse paraître, alors qu'on utilise ce mot tout le temps, eh bien, il n'y a jamais eu de définition claire, unique, sur laquelle tout le monde serait d'accord. En fait, pendant des décennies, les experts, les économistes, les penseurs, ils se sont un peu écharpés sur la question. Chaque définition, on va le voir, cache une vision du monde complètement différente, presque une idéologie. On va en regarder quatre grandes idées qui se sont opposées. Premier point de vue, celui de Jean de l'Argentage. Pour lui, c'est assez simple, c'est presque technique. Le sous-développement, c'est une question d'efficacité, point barre. Un pays est sous-développé s'il a plein de ressources naturelles, mais qu'il ne les utilise pas à faux. Ensuite, on a Pierre Moussa, et lui, il apporte une idée capitale. Tout est relatif. Son raisonnement, c'est que le sous-développement, ça n'existe pas dans l'absolu. C'est juste une comparaison. C'est l'écart qui existe avec un modèle, le modèle, celui des pays dits développés. En gros, on est sous-développé que par rapport à quelqu'un d'autre. Avec Charles Bettelheim, on change complètement de registre. Là, la vision est beaucoup plus politique. Pour lui, attention, le sous-développement, ce n'est pas un simple retard qu'il faudrait rattraper. Non, c'est la conséquence directe d'un système mondial. Un système basé sur l'exploitation et la domination. Et enfin, quatrième vision, celle de François Pérou. Lui, il remet l'humain au centre de tout. L'important pour lui, c'est le bien-être des gens. Tout simplement. Un pays est sous-développé quand la plupart de ses habitants n'arrivent pas à couvrir leurs besoins fondamentaux. Manger, se loger, se soigner. C'est une approche qui est, pour le coup, beaucoup plus sociale. Alors face à toutes ces théories qui s'opposent, l'ONU a essayé de mettre tout le monde d'accord avec une définition plus, on va dire, institutionnelle. Elle ressemble pas mal à la première qu'on a vue. Le sous-développement, c'est quand on n'exploite pas au maximum les ressources qu'on a. C'est très pragmatique, c'est sûr, mais ça met un peu de côté toutes les questions politiques et sociales qu'on vient d'évoquer. Et c'est justement parce que c'est si complexe que les économistes ont fini par se dire « bon, il nous faut des catégories plus concrètes ». Bon, à cette théorie, voyons maintenant comment ça se passe en pratique. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on classe les pays? Parce que l'étiquette pays en développement, c'est devenu un immense fourre-tout. Ça regroupe des réalités qui n'ont parfois rien à voir les unes avec les autres. Alors, pour essayer d'y voir un peu plus clair, les économistes ont créé des sous-groupes. On va faire le tour des 5 catégories principales. Il y a les nouveaux pays industrialisés, les NPI, les pays de l'OPEP, les pays à revenus intermédiaires, les pays les moins avancés, les PMA, et pour finir, les pays pauvres très endettés. On commence avec le premier groupe, les NPI, les nouveaux pays industrialisés. Eux, ils ont émergé dans les années 70. On parle de pays comme la Corée du Sud, le Mexique ou encore l'Afrique du Sud. Leur truc à eux, une industrialisation à vitesse grand V et une économie qui mise tout sur l'exportation. Ils ont vraiment bousculé l'échiquier économique mondial. Deuxième groupe, l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Fondée en 1960 par seulement 5 pays, elle en a 12 aujourd'hui. Et ce qui est vraiment particulier avec eux, c'est que ce n'est pas une catégorie qui dépend du niveau de développement. Non, le seul critère, c'est de posséder une ressource bien précise et ô combien stratégique, le pétrole. Et ça explique pourquoi ils sont un cas à part. Grâce à l'argent du pétrole, la fameuse rente pétrolière, ces pays ont souvent des revenus nationaux énormes et un niveau de vie très élevé, parfois même comparable à celui des pays occidentaux. Et ça, même si leur économie, en dehors du pétrole, n'est pas forcément très diversifiée. On arrive maintenant
à la catégorie poids lourd. C'est le groupe le plus grand et le plus diversifié de tous. Les pays à revenus intermédiaires, c'est à peu près 60% de tous les pays en développement. C'est tellement énorme en fait qu'on a dû créer des sous-catégories à l'intérieur. Ce tableau l'illustre parfaitement. On distingue deux niveaux. D'un côté, la tranche inférieure, avec des pays comme la Guinée, où le revenu annuel par habitant se situe en gros entre 1100 et 4500 $. De l'autre, la tranche supérieure, où on trouve par exemple le Maroc, et là ça peut monter jusqu'à presque 14 000 $. On voit bien que même à l'intérieur de ce seul groupe, l'écart est juste gigantesque. Maintenant, on passe à une catégorie beaucoup plus ciblée, et, il faut le dire, beaucoup plus dure, les PMA, les pays les moins avancés. Cette étiquette, elle a été créée par l'ONU en 1971, avec un but très précis, identifier et aider les nations qui sont confrontées aux difficultés les plus extrêmes. Et pour être dans cette catégorie, les critères sont très stricts. Il y en a 3. D'abord, un revenu par habitant très très bas. Ensuite, de grosses lacunes en santé et en éducation. C'est ce que mesure l'IDH, l'indice de développement humain. Et enfin, une population qui ne dépasse pas un certain seuil. C'est dans ce groupe qu'on va trouver des pays comme le Mali ou le Burkina Faso. Et juste pour qu'on se rende compte, le seuil de revenu, il est incroyablement bas. On parle de moins de 1 000 $ par habitant par an. Ce chiffre, à lui tout seul, il dit tout de l'extrême pauvreté dans laquelle vivent ces populations. Et on termine avec le dernier groupe, les PPTE, les pays pauvres très endettés. Là, à la pauvreté s'ajoute un autre problème, un poids énorme, une dette internationale qu'ils sont incapables de rembourser. C'est un cercle vicieux. C'est pourquoi, dès 1996, des programmes internationaux ont été mis en place pour essayer d'alléger cette dette, de leur donner un peu d'air pour qu'ils puissent enfin investir dans leur propre développement. Bon, on a fait tout ce tour d'horizon, mais au final, pourquoi est-ce que ça compte, tout ça? Pourquoi s'embêter avec ces étiquettes? Eh bien, tout simplement parce que ce ne sont pas juste des mots. Ces catégories, elles ont un impact énorme dans le monde réel. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ces étiquettes ne sont jamais neutres. Jamais. Ce sont de vrais outils. Ce sont elles qui décident où vont les milliards de dollars de l'aide